Bien sûr, la tradition des rapports de synthèse est l'une de ces caractéristiques des rencontres entre juristes, à tout le moins dans la tradition civiliste française. Et justement, au nom de cette même tradition, il convient de prévenir du caractère forcément partiel d'un pareil exercice qui ne rendra jamais justice à la profondeur et à la richesse des contributions que nous avons eu le privilège d'entendre au cours de ces 2 journées. Et donc, à l'avance, je m'excuse pour les omissions et surtout les manifestations de mon incompréhension de certains des propos qui ont pu être tenus. Le droit est un savoir séculaire. À toutes les périodes historiques, il a été redéfini en fonction de l'environnement au sein duquel il a vocation à s'appliquer. Ordonnancer les droits, ordonnancer les obligations des personnes suppose une prise avec le réel, avec les contextes tels qu'ils sont modelés par les techniques. Lorsqu'il est mis à l'épreuve du numérique, le droit et le savoir juridique se trouvent interpellés. Dans quelle mesure les modes d'appréhension des situations, des objets et des processus sont-ils encore adéquatement ou non encadrés par nos lois? Les droits et les obligations des sujets sont-ils modifiés? Les mutations dans les façons de faire engendrent-elles des additions, des incertitudes ou de nouvelles conceptualisations? D'entrée de jeu, dès le début de ces journées, le droit de la responsabilité fut le premier à être convoqué. Lorsque les enjeux deviennent effectivement sérieux, lorsque les droits des personnes, à leur image ou à leur réputation, sont menacés, même les partis qui récusent le cadre étatique de la responsabilité constatent que le droit étatique n'est pas si aisément évacué. Lorsque les visions romantiques d'un réseau sans foi ni loi frappent le mur des réalités, le droit revient polisser le numérique. Patrice Deslauriers a fait ressortir l'enjeu spécifique de la diffamation dans les environnements numériques, soit la responsabilité des intermédiaires, plateformes de commentaires, réseaux sociaux et blogs. Il en ressort que le basculement vers le numérique semble révélateur d'un droit de la diffamation, à la fois trop strict au point d'inhiber la critique légitime, tout en se révélant dérisoire par la modicité des indemnités qu'il permet d'accorder aux véritables victimes d'atteinte à la réputation. Zoé Jacquemin a montré que les interprétations de la teneur et de la portée des régimes de responsabilité retenus par les juges ont reflété les évolutions observées dans l'évaluation des enjeux de la responsabilité des intermédiaires. Ceux-ci sont passés d'entreprises innovantes à l'égard desquelles on souhaitait promouvoir un cadre juridique protecteur de leur potentiel de libération des initiatives et de prise de parole, à un régime reflétant le rôle dominant, voire prédateur, que tiennent désormais ces grands acteurs du web, les GAFA. Le numérique rend possible le virtuel qui a pour principale caractéristique de secouer les références spatiales et temporelles. Le droit se trouve là aussi interpellé. Sylvette Guillemard n'a pas manqué de rappeler à la fois la relative simplicité des principes du droit international privé et les complexités qui accompagnent la virtualisation des rapports juridiques. À quelques exceptions, le droit international privé est bien outillé pour faire face aux transactions numériques. S'il demeure toujours possible d'apporter une réponse permettant de situer les situations quelque part sur la surface du globe, la notion d'ordre juridique et d'ordre social, de même que le concept de relevance, serait de nature à faciliter les rattachements nécessaires au déclenchement de l'application du droit international privé. Bernard Haftel, à son tour, a fait ressortir les évolutions induites dans le droit international privé par cet Internet perturbateur. Délaissant les approches fondées sur les repères territoriaux, on a eu tendance à privilégier une démarche de désignation du tribunal adéquat, créant du coup une possibilité pour les demandeurs de saisir leur propre juge. Une telle volonté de protéger la partie faible
pouvant trouver son explication dans le souci inhérent du droit de procurer réparation à ceux et celles qui souffrent. Vincent Gautret, pour sa part, a salué la première véritable démarche judiciaire québécoise afin de clarifier les étapes de qualification des choses et des situations en vue de déterminer l'admissibilité en preuve et la force probante des objets, des écrits matériels et témoignages. Il a également montré combien le recours aux métadonnées est emblématique du fait que les documents numériques sont de moins en moins des artefacts et de plus en plus des composantes d'un réseau de données. Rappelant les propos visionnaires du pionnier du droit de l'information et du numérique que fut le très regretté Pierre Catala, Philippe Chauviré a montré comment le droit français de la preuve a intégré les mutations induites par la numérisation des documents. L'usage de plusieurs fonctionnalités ou environnements d'Internet suppose en effet la collecte et le traitement des données, dont plusieurs concernent et identifient les individus. Les modèles commerciaux par lesquels sont proposés les services gratuits pour l'internaute s'invitent plus que jamais dans les réflexions sur les mutations et même sur les électrochocs que le numérique inflige au droit, à ses catégories et à ses concepts. Héloïse Gratton est venue relever les limites des notions rattachées au consentement libre et éclairé dans un univers caractérisé par la complexité de certains modèles d'affaires, de même que les difficultés de distinguer entre les éléments essentiels et non essentiels aux prestations de services proposées aux internautes à titre prétendument gratuit, mais de plus en plus fondé sur l'extraction de la valeur des données. Dans le même sens, Céline Blou-Ré, c'est bien ça, si j'ai fait des erreurs dans la prononciation, je m'en excuse à l'avance, mais Mme Céline Blou-Ré a montré que la régulation des données personnelles procède d'une approche initialement développée selon des logiques du droit public et administratif, alors que les données sont désormais au cœur de la création de la valeur de l'économie numérique. Elle s'est interrogée sur la nécessité de réintroduire les logiques du droit privé et les logiques associées aux valeurs du droit privé dans ces processus de régulation fondés sur les données. François Lemoine observe les évolutions que la disponibilité généralisée des environnements numériques ont engendrées sur le marché de l'art, déplorant les effets des carences de ces pratiques des plateformes comme eBay, qui procurent aux usagers des informations sur la provenance des œuvres. Il constate que la vente illicite d'objets d'art emprunte de plus en plus les voies du dark web, laissant entrevoir que la numérisation met le droit dans une position d'être en concurrence avec toutes sortes de normativités, y compris les normativités délinquantes. Géraldine Gaufeau a évoqué de son côté les changements induits par le numérique dans les professions rattachées au marché de l'art. Si le droit existant, comme le droit de la concurrence, s'applique sans trop de difficultés, on constate des évolutions relativement au statut des plateformes, comme eBay, dont le rôle actif n'a pas échappé aux tribunaux européens qui les ont qualifiés de courtiers en ligne et les ont traités de cette façon. Notre collègue Julie Biron a présenté un compte rendu d'une analyse empirique réalisée sur les pratiques contractuelles et les cadres réglementaires des conseillers robots. Les conseillers robots, c'est-à-dire ces grilles d'aide à la décision afin d'identifier lequel des produits se rapproche du profil de l'investisseur. Il faut sans doute s'interroger sur la tendance à reporter sur le client la responsabilité de la tenue à jour de ces informations, des risques découlant de la littératie financière limitée et de la difficulté de plusieurs investisseurs à percevoir les liens entre les informations traitées et leur profil de placement. Le potentiel disruptif de ces innovations, rendues possibles par les fintechs, ont été mis en lumière par Thomas Le Goeth, qui n'a pas manqué de souligner la nécessité pour le droit de se donner les moyens d'anticiper les mutations induites par l'illegal tech qui pourrait
si on veut éviter de se mener tous ensemble à un point de rupture. L'avènement des véhicules autonomes marque l'imaginaire du public. Destinés aux individus ordinaires, ces objets traitent des données. Les autos sont des objets familiers, des objets fantasmés. Teresa Scassa remarque que le droit en voie d'être élaboré pourrait se retrouver prisonnier des métaphores associées à un objet tellement familier, si chargé de symbolique, qu'on peut se prendre à oublier que nous nous déplacerons de plus en plus via des objets systèmes qui traitent et contribuent à valoriser des données. Les lois encadrant désormais l'expérimentation des véhicules autonomes selon un mode de régulation semblable à ceux des produits pharmaceutiques, encadrent désormais l'expérimentation des véhicules autonomes selon un mode de régulation semblable à ceux des produits pharmaceutiques, a fait remarquer Jean-Christophe Roda, qui ajoutait que les véhicules autonomes qui sont promis au succès seront sans doute ceux qui posséderont le système d'exploitation le plus performant. Évoquant le Self-Drive Act américain, le projet de loi américain, qui projette de réserver un régime d'exonération de responsabilité aux développeurs, il rappelait finalement que les lois américaines accordant des exonérations de responsabilité semblent rappeler celles qui paraissent avoir joué pour beaucoup afin de permettre aux GAFA que nous craignons tant de nos jours, aux GAFA d'acquérir les positions dominantes qu'elles occupent désormais. La numérisation a mis en évidence et continue de mettre en évidence le défi de construire des relations synergiques entre les impératifs d'accès et les exigences de protection de l'information. Pierre-Luc Désiel a souligné l'intérêt des technologies comme la blockchain pour procurer à la fois un contrôle pertinent sur les données, tout en garantissant l'imputabilité de ceux qui doivent accéder à ces mêmes données. L'avènement de systèmes de contrats intelligents, notamment fondés sur la blockchain, emporte ce mal nécessaire de l'automatisation de l'exécution des opérations contractuelles. Mustafa Mekki rappelle la nécessité de ménager un espace pour l'innovation, certes, mais tout en prenant soin de penser cet objet de droit en y installant des précautions destinées à procurer les équilibres qui ne sont pas forcément présents dans les visions libertariennes du contrat, si intelligents qu'ils puissent être. Les algorithmes n'ont pas de libre arbitre, est venu rappeler Pierre Larouche. La responsabilité associée à leur utilisation doit être envisagée en fonction du fait que ce sont des objets fonctionnant fonctionnant aux algorithmes ne peuvent en eux-mêmes commettre une faute. Le statut de chose paraît pouvoir procurer un cadre pour fonder les règles en vertu desquelles sont distribuées les obligations dans cet univers habitué à de faibles exigences au regard des responsabilités. Le numérique met à portée de main la fusion de l'inorganique et du vivant, s'incarnant dans le phénomène des robots humanoïdes dotés de ces capacités motrices, sensorielles et même on pourrait dire sensuelles, nous a appris Didier Guével, des capacités donc qui dépassent très souvent celles des humains. Didier Guével qui explique que l'appréhension juridique de ces objets soulève une diversité de questionnements au regard de l'adéquation des catégories juridiques susceptibles d'être mobilisées. Mais la perspective de ces humains hybridés aux objets bioniques et puces implantées appelle des transitions de la voilure du droit relatif aux personnes et relatif aux objets, ou vice-versa. Cette fertilisation croisée entre les gens d'informatique et les socio-juridiques apparaît constituer un impératif lorsqu'on envisage l'appropriation de l'intelligence artificielle dans les environnements juridiques ou judiciaires. Karim Benyekleff a montré que la recherche juridique doit se donner les moyens de poser un regard critique aussi bien sur les techniques que sur les pratiques juridiques et judiciaires. Cela peut contribuer à procurer les conditions de la mise au point d'outils de gestion des conflits et des autres relations juridiques.
Guilhem Julia nous a, pour sa part, montré que l'intelligence humaine s'artificialise mal. L'apprentissage machine ouvre des perspectives de rapprochement de l'intelligence artificielle et du droit, ce qui les met en tension. Les relations d'affrontement et de collaboration entre le droit et l'intelligence artificielle révèlent aussi bien les risques de mise en obsolescence de la loi que les perspectives de l'encadrement juridique et de la mobilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer ce même droit et ces mêmes lois. La régulation de l'intelligence artificielle par le droit pourrait emprunter la piste de la régulation des données et se trouver fécondée par cette même intelligence machine qui pourrait être mobilisée afin d'offrir des pistes rendant le droit plus juste. En somme, et ce sera ma conclusion, confronté à la numérisation, le droit apparaît plus que jamais comme un savoir en redéfinition. Les fondements éthiques sur lesquels s'appuient les lois, sur lesquels s'appuient les principes juridiques, sont remis à plat. Les techniques par lesquelles le droit parvient à faire passer dans le réel les principes et les valeurs qu'il a vocation à protéger changent aussi. Il incombe aux juristes et à ceux qui sont préoccupés par les questions qui interpellent les juristes de penser ces redéfinitions. C'est à cette passionnante tâche que ces journées ont remarquablement contribué. Je vous remercie.